Hola a todos y todas, muchas gracias por asistir a esta mesa inaugural de la Noche de las Ideas que organiza el Instituto Francés de Chile. Mi nombre es Denise Espinosa, soy periodista y parte del equipo del Festival Teatro a Mil. No sé si les quiero invitar a acercarse un poco si quieren, si es que quieren, acercarse un poco más acá al escenario para poder escuchar. Estoy acá con los invitados de hoy, Guille Regis, dramaturgo de Haití, poeta también, y con Carla Zúñiga Morales, que también es dramaturga, directora, actriz chilena. Antes de comenzar la conversación, le quisiera dar la palabra a Guille Regis, quien nos va a leer un texto como para abrir un poco la conversación. Adelante, Guille. Ils marchaient, s'en allaient tous, ils s'en allaient tout éclopés. Ils marchaient, s'en allaient tous, tête baissée, langue pendante. Sur leur tête tous pendait un ciel de duperie. Kidam, fanfaron, gueux particuliers, tous marchaient armés de guerre, lasse, langue pendante. Hommes, femmes, enfants, tous avançaient impétueux dans le vent vers l'estuaire, vers l'eau. Ils partaient arborant leur vie, leur terre, fuyant leur pays. Ils se dépaysaient. Leurs pas diluaient le silence, leurs pas combinaient la gaie musique des bruissements et des vagues de l'eau, leurs pas bien orchestrés, mêlés de vies empêtrées, bouleversant leur souffle. Le vent, l'agaçant, l'air, le culbutant, tous marchaient. Ils allaient tout éclopés. Derrière eux, des vies à effacer, devant eux, la mer. Tout ce peuple s'en allait capituler le lit de l'eau des vagues. Leur ombre était dense, leur ombre pullulement, attroupement, fourmillement. Ils avançaient, ne parlaient point, ils embarquaient, partirent. Leur corps ombrageait le rivage, le décimait. Leur corps habillait la face de l'eau, des milliers, des millions, 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 à redessiner sa face. Plus que des milliers, des millions prêts à partir. Tout cela se passait, nous ne disions rien. Ils avançaient, fin du jour où le soleil avait encore succombé, le soleil encore perdant. Oh, la fin du jour de ces hommes pour ce pays-ci, ces hommes qui, sur cette terre, ne reviendront plus. Merci. Muchas gracias, Guille. Para comenzar, quisiera abrir esta conversación con una pregunta que va para ambos. Y tiene que ver con los últimos años que hemos estado viviendo en el mundo, en el país. Vivimos una pandemia mundial que aquejó a nuestras sociedades, pero también veníamos antes de la pandemia de una revuelta social en ambos países, tanto en Chile como en Haití. En el 2019, bueno, en Chile se vivió el estallido social y en Haití también hubo revueltas. Lo que me imagino que de todas maneras afectó el trabajo de ambos como dramaturgos. No sé, mi pregunta va hacia entender qué pasó con ustedes en este periodo en que hubo revueltas y después hubo un corte en esa revuelta, se silenció de alguna forma a la gente. La pandemia en Chile funcionó también como una especie de dictadura quizá, donde hubo toques de queda, donde la gente tuvo que permanecer encerrada. ¿Y qué pasa con el teatro en esta situación? ¿Qué pasa con la cultura? ¿Qué les pasó a ustedes también como creadores? Guy, si quisieras comentarnos también eso. Il y a eu surtout en Haïti, en 2010, un effroyable, un innommable, comme le dit le mot de Beckett, tremblement de terre. Au-delà de ce tremblement de terre, il y a aussi
énormément de tremblements et de séismes qui ont existé dans ce pays à cause de mauvais gouvernants. Si on prend un exemple très simple, en 2010, le 12 janvier 2010, il y a eu le tremblement de terre, il y a eu dans le comptage près de 300 000 morts. Quelques mois plus tard, il y a eu un tremblement de terre atroce au Chili, il y a eu 500 morts. Et c'était facile de faire la comparaison. Il y a des Haïtiens qui avaient laissé Haïti pour aller au Chili. Alors j'ai imaginé qu'ils ont vécu 2 tremblements de terre, mais 2 tremblements de terre très différents parce que justement, ce n'est pas les mêmes infrastructures, ce n'est pas les mêmes gouvernements. Donc il y a aussi ce contexte-là dans lequel on fait un festival. C'est un pays aussi, comme peut-être vous avez l'habitude de l'entendre, avec énormément d'artistes, beaucoup d'initiatives privées des artistes, ce qui fait qu'on en a besoin. Nous sommes animés par le sensible, tous, êtres humains. On a besoin d'actes esthétiques, on a besoin de rêves, d'utopie. Ce qui fait que, au-delà d'un tremblement de terre et au-delà d'un pays complètement fermé aujourd'hui, il y a des festivals qui existent, même quand les rues sont fermées. On en a besoin. Carla, y en cuanto a lo que te pasó a ti también como creadora durante este periodo, ¿te dieron más ganas tal vez de hacer teatro, como que cobró mayor sentido el teatro como fuerza, o al revés, como que sentiste quizá que no era tal vez el camino en ese momento? No sé cómo te bloqueaste, no sé, ¿cómo lo viviste tú? Fue extraño. Con el estallido social, al menos, yo me quedé en blanco. Sentí que un poco todo lo que estábamos haciendo de un momento a otro dejaba de tener sentido, y todo ahora significaba otra cosa. Ver la violencia que siempre había estado ahí, pero de repente se vuelve como visible, como lo que pasa en las protestas, ¿no? Como todos empezamos a tener miedo, toque de queda. Somos una generación que creció con el relato de la dictadura, entonces teníamos terror de lo que estaba ocurriendo, de que estaban torturando gente en el metro. Todo esto era horrible, entonces creo que todos un poco, yo al menos me quedé en blanco, y eso, sentí que todo lo que estaba haciendo no tenía nada que ver, ninguna conexión con el ahora. Y eso me pasó hasta que fui a la performance de las tesis, Un violador en tu camino. Y ahí un poco recobré, no sé, me hizo sentido la palabra de nuevo. Y el grupo, encontrarnos un grupo de mujeres gritando, diciendo esas cosas, eso me devolvió un poco, no sé si esperanza es la palabra, pero sentí que sí, el arte podía también dialogar con lo que estaba ocurriendo. Y después vino la pandemia, como muy poco tiempo después. Y ahí en verdad me dediqué a escribir mucho, que era lo que se podía seguir haciendo. Pero obviamente cambiaron las temáticas, cambió la forma, porque la sociedad ya no era la misma. O sea, había pasado menos de un año y todo era distinto. Así que eso fue más o menos como lo viví yo. Y en ese sentido, Gui, a ti también hubo un cambio como en las temáticas. Yo sé que tú siempre has trabajado sobre la violencia, sobre el tema de la inmigración también. Ahora mismo estás presentando en Chile, has estado trabajando durante estos días, esta semana, con Brigada de Samba, que es una obra performática en la calle,
sobre el tema de la inmigración. Y esta forma de hacer teatro en la calle también es como parte de tu sello. Así comenzaste en los 2000. Entonces, ¿me puedes contar un poco también tal vez cómo ha ido cambiando eso? ¿Qué es lo que te mueve hoy? ¿Los temas siguen siendo los mismos? Oh, j'ai commencé à faire du théâtre avec l'intime conviction que j'avais quelque chose à dire. Et ça a commencé dans les rues parce que très simplement, il n'y avait pas d'espace de théâtre à proprement parler en Haïti. Il y avait une salle de spectacle, la salle de spectacle du Rex, qui c'est une pâle copie du Rex à Paris, avec 900 places qui n'existe plus, qui est complètement squattée aujourd'hui. Et quand on est jeune et qu'on a 20 ans en Haïti, avant même de penser à faire du théâtre, on pense à comment on va vivre, comment on va évoluer en tant que jeune. Et c'est ces questions-là qui vont exister dans mon travail. J'étais pas très nul à l'école. Très souvent, les artistes, c'est pas qu'ils sont nuls à l'école. Moi, j'étais pas nul à l'école. J'aurais pu être banquier, je sais pas, financier, ou médecin, je ne sais pas, mais en tout cas, j'ai eu la chance de participer à des ateliers de théâtre à l'Institut français, tiens, comme il y a des représentants de l'Institut français ici. Et étant avec d'autres jeunes, on s'est posé la question, quel type de théâtre faire ? J'avais la chance aussi d'avoir les Voix de la création théâtrale, toute la collection des Voix de la création théâtrale, CNRS pour ceux qui connaissent. Donc j'ai pu lire Meyerhold, j'ai pu lire Tadeusz Kantor, j'ai pu lire tout ce qu'on appelle les théoriciens du théâtre. Et ça m'a donné la force de croire qu'un théâtre était possible en Haïti, mais qu'il fallait l'inventer à ma façon. Si pas de salle, ben ce sera dans les rues, ce sera partout. Et quand j'ai commencé à le faire, j'avais pas en tête que ça existait un théâtre de rue. Donc j'ai fait du théâtre dans la rue, pas un théâtre de rue, avec 5 ou 6 personnes. Et on a aussi inventé une scène portable. On a aussi été influencé par une forme impressionnante en Haïti de déambulation qui vient plutôt des Taïnos, les premiers habitants de l'île, qui s'appelle le Rara. Le Rara, c'est une sorte de déambulation de musique qui peut durer pendant le printemps, c'est le retour du soleil, ça peut durer 2 mois, 3 mois, où le groupe il se promène partout dans les villes. J'ai aussi imité cette forme-là. Et j'ai écrit les textes. Et à l'époque, les problèmes que l'on confrontait, c'était déjà le retour de la démocratie, entre guillemets. Donc il y avait surtout les problèmes de pénurie, donc, que l'on a encore aujourd'hui. Donc j'ai beaucoup écrit sur la pénurie. Ensuite, j'ai été vite attrapé par le succès en Haïti de cette forme, et beaucoup de jeunes reprenaient cette forme-là. Je suis parti en France en quête de challenge. Et en France, les sujets ont changé. Je n'étais pas du tout intéressé à écrire sur ce que je vivais en France en tant que nouvellement arrivé, nouveau arrivé en France. J'ai écrit sur des sujets qui, en Haïti, me tenaient à cœur, notamment la violence sur les femmes, dont ma première pièce qui a été jouée à Paris, c'était une pièce, Moi, fardeau inhérent, sur la violence sur une fille, qui a été vue par Vincent Baudrier à l'époque et qui m'a invité au Festival d'Avignon en 2011. Donc les sujets restent les mêmes.
c'est des sujets qui, moi, me touchent en tant que personne noire dans le monde et donc touchée par la discrimination, que ce soit la discrimination sexuelle, donc que ce soit envers les femmes. Et c'est des sujets qui restent pareils aujourd'hui. Et depuis quelque temps, j'écris sur la migration. On doit savoir pourquoi, parce qu'aujourd'hui, il y a plus de la moitié de la population haïtienne qui vit à l'étranger. Mais la migration haïtienne a commencé depuis les années 60 avec la dictature. Et cette année, plutôt l'année dernière, rappelle les 50 ans du premier départ du premier Boat People. Et j'ai fait un spectacle sur ce sujet-là aussi. Alors, pour conclure sur cette question-là, j'ai été souvent embêté par le fait qu'on m'appelle artiste haïtien, qu'on dise que je ne traite que des sujets et que je n'ai pas une esthétique, alors que justement dans mon théâtre, c'était l'esthétique qui m'intéressait, les théories du théâtre qui m'intéressaient. Et je trouvais ça douloureux d'être laïcien dans les conférences et pas Rodrigo Garcia, et pas Angelica Lidl, et pas un grand créateur très simplement. Et puis il y a un comédien incroyable, Patrick Lemauve, qui a dirigé le festival de Limoges à un moment, qui m'avait invité dans le festival. Et j'étais très malin, je disais mais c'est pas possible, il faut qu'à un moment on me considère comme artiste, Et il me dit, mais tu sais qu'il y a des artistes qui rêveraient qu'on parle de leur sujet, qu'on dise qu'ils écrivent sur des pays, qu'on dise qu'ils écrivent et qu'ils n'écrivent pas sur n'importe quoi. Et donc, je suis complètement emprisonné par les sujets parce que c'est ce qui m'anime, que ce soit dans mes rêves. Voilà. Bueno, antes de seguir les quiero comentar que después de esta ronda como de preguntas o conversación, va a abrirse el micrófono al público. Así que vayan pensando preguntas, porque vamos a tener un tiempo para eso. Según lo que contaba Guy sobre la estética y sobre los temas, ¿qué temas pueden escribir o de qué temas pueden hablar los autores? ¿Sienten que hay libertad total? ¿Se han sentido de repente cuestionados o cuestionadas por de repente hablar de temas que no los afectan quizás directamente? Por ejemplo, Carla habla mucho de la violencia de género y habla mucho de la violencia contra las disidencias sexuales, contra personas trans, personas no binarias. No sé si han sentido eso también como cuestionamiento a ustedes como autores. A ti, en tu caso, Carla, yo he estado en conversatorios donde ha sido como un poco violento el final de las obras, de repente. Sí, yo creo que estamos en un momento súper raro donde no sé si hay tanta libertad. Y yo misma me he sentido como temerosa y digo como, bueno, tal vez no debería volver a hablar de este tema porque me han dicho muchas cosas feas. Entonces, no muchas, pero hay un cuestionamiento sí que es como, ¿por qué tú hablas de una persona trans, por ejemplo, si no eres una persona trans? También me pasó con otra obra que escribí que hablaba sobre una mujer afrodescendiente. ¿Por qué tú, que eres una mujer blanca, hablas de eso? Y yo no tengo las respuestas, como que tengo muchas preguntas sobre ese tema, pero también me parece súper aburrido, como solo tengo que hablar de mujeres de 36 años, blancas, que son dramaturgas, como no puedo hablar de nadie más que no sea yo misma. Eso me parece un poco terrible porque también creo que no hace más que segregar y continúa con la idea de que cada problemática solo le pertenece a cierto grupo de personas que vive esa problemática. Entonces, ¿la maternidad solo es problema de las madres? No creo que sea así.
¿El feminismo es un problema de las mujeres? ¿Solo nosotras tenemos que preguntarnos sobre eso? No estoy de acuerdo. Creo que todas y todos somos parte de todos los problemas y deberíamos reflexionar cuál es mi parte en esa problemática. Obvio que con respeto y todas esas cosas, como de repente hay una línea delgada como entre la apropiación cultural y poder hablar de lo que yo quiera, pero no creo que no se pueda y que la respuesta sea que solo las personas trans pueden hablar de las personas trans, como porque eso, no. Pero creo que estamos ahí en esa pregunta, creo que no se habla lo suficientemente de esto, al menos acá en Chile no se habla mucho de eso, entonces la gente va a ver la obra y te pela después, pero nadie te dice, como no se arman como debates o hablamos o nos atrevemos de pronto a cruzar la línea y bueno, y hablo de este tema que aparentemente no me representa, pero me hace sentido, como que es súper delicado porque no sabes tú cuál es la conexión afectiva que tiene esa persona con ese tema. Entonces también hay un juicio súper grande con respecto a quién es esa autora o ese autor que está hablando de eso. Eso. Y en tu caso, Gui, me imagino que también tú recién contabas que tu primera obra era sobre la violencia de género contra las mujeres. ¿También te ha pasado lo mismo que a Carla? ¿Como cuestionamiento sobre lo que estás escribiendo o lo que quieres decir? Je pense qu'il y a en Haïti, par exemple, énormément de réserves sur la sexualité. C'est un pays extrêmement religieux, chrétien, mais en même temps, c'est un pays qui a une histoire incroyable avec le vaudou. Dans le milieu du vaudou, par exemple, toute sexualité, parce qu'il n'y a qu'une grande sexualité, toute sexualité est acceptée. On est passé d'une société début 20e où c'était très ouvert sur toutes les pratiques sexuelles à une société petit à petit fermée. Mais on sait bien pourquoi, parce que début 20e, 1915, pendant qu'il y a la guerre dans le monde, les Américains, nos super amis, ont envahi Haïti. Ils ont fait une invasion. Et qui dit américain dit leurs suppôts là avec lesquels ils arrivent, les protestants. Aujourd'hui, plus de la moitié de la population haïtienne, c'est des pentecôtistes. Donc il y a une grande morale. Pour donner un exemple très simple, comparaison n'est pas raison, mais c'est intéressant de donner cet exemple-là. Dans les années 80, ma mère m'emmenait dans des cérémonies où les hommes s'habillaient différemment comme des femmes, où les femmes s'habillaient comme les hommes, et puis c'était des déambulations dans les rues. Ma mère aimait beaucoup ça, et en fait, aujourd'hui, ma mère trouve que c'est dégueulasse, que c'est terrible, ces gens-là. Donc, comment elle a changé complètement en écoutant la radio, en suivant l'évolution de la société. En Haïti, depuis près de 10 ans, on a assisté à l'assassinat de plusieurs membres de LGBT, de homosexuels militants, des gens extrêmement connus, qu'on a assassinés ou empoisonnés. Et on n'en a pas parlé. C'est ça qui est terrible dans l'histoire d'Haïti, parce qu'on parle souvent de politique, d'histoire un peu globale, comme s'il y avait un pays avec d'histoire globale. Haïti, et comme tous les autres pays, il y a énormément de problèmes sur la sexualité aujourd'hui. Et il n'y a pas longtemps, justement, je cherchais le nom de ce type qui voulait organiser un festival qui s'appelait Massi Madi. En Haïti, un homosexuel homme s'appelle Massissi, donc Massi, et homosexuelle femme s'appelle Ma Divine. C'est très joli, Ma Divine. Et donc, il voulait faire Massi Madi, un jeu de mots, et les sénateurs et députés ont interdit cette manifestation-là.
Quelques mois plus tard, bizarrement, personne n'en parle, ce type est mort chez lui, empoisonné. On n'en parle plus. Nous, les écrivains, on s'est réunis, on a écrit un livre justement contre cette morale-là, contre ce député. Moi, personnellement, j'ai écrit un texte où je montrais que peut-être il était lui-même homo et qu'il avait honte, il était gêné et que justement il traquait les homosexuels horriblement pour cacher son homosexualité dans une société qui réprime justement les homosexuels. Tout ça pour dire que on a écrit ce livre en Haïti et que les intellectuels ont pris les radios, les espaces de débat pour en parler, et qu'il y a une chance aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle une démocratie dans ce pays. On l'appelle même pas démocratie en Haïti, on l'appelle licence. D'un côté, nous, on peut dire tout. On peut être contre dans la société, personne ne va nous attaquer parce qu'on a une certaine renommée. Mais d'un autre côté, les chefs de gang aussi peuvent dire tout ce qu'ils veulent sur les réseaux sociaux. Et donc, il y a ça aussi dans ce monde globalisé où on a l'impression d'être libre, de pouvoir tout communiquer, de pouvoir tout dire parce que justement on se cache derrière les réseaux sociaux. Et puis d'un autre côté, il y a aussi des pratiques qui répriment encore plus les individus. Donc voilà, je pense qu'on en est là. C'est exactement pareil quand on veut parler de violence extrême, qui d'un coup, on peut voir certaines images violentes. Comme en Haïti, j'ai vu une image hier d'un père qui tabassait son enfant énormément sur Facebook. C'est sûr que peut-être rapidement, si on ne l'enregistre pas, on va vite l'effacer. Donc on n'aura peut-être plus droit à cette image-là. Mais voilà, je pense qu'on est vraiment dans cette société-là du tout possible et du rien. Pero qué interesante lo que planteas también del poder que tiene el arte y los artistas, en el fondo, de ser esa voz, ¿no? De poder, de repente, a esa persona que tú contabas, que recibió esta golpiza, que murió, poder reunirse con otros artistas y darle voz a esa historia, a veces historias que quedan en el pasado, que quedan escondidas, que no se quiere hablar. Los artistas ponen en el tapete esas historias, ¿no? Y en ese sentido, estando en este tiempo, como ustedes dicen, que es contradictorio, es convulso, todo cambia, la fragilidad que tiene a veces las artes escénicas, el espacio que tienen las artes escénicas, que a veces no es mucho. ¿Ustedes sienten que realmente el teatro es un instrumento, una herramienta de transformación social? ¿Todavía sienten que es posible cambiar el mundo, digamos, con el arte, con la palabra? ¿Cómo lo ves tú, Carla? No sé. Yo día por medio creo que sí, día por medio creo que no. A ratos siento que no sirve de nada y a ratos siento que sí, que con que se conmueva una persona o con que una persona reflexione sobre algo que no había reflexionado, está todo bien. Pero al menos, bueno, porque también es complejo porque siempre van a ver nuestras obras las personas que piensan como nosotros. Entonces, eso es lo complejo, como deberíamos llevar personas que no, pero no sé cómo llevar ese otro público que no piensa como uno. Nunca irían a ver una obra de nosotros, creo. Pero al menos sí yo me he dado cuenta que sirve como un lugar de encuentro. Y también hay una responsabilidad con respecto a cuáles son esas historias que contamos, cuáles son esos cuerpos que ponemos en escena, cómo son esos cuerpos, qué dicen. Y así, por ejemplo, la importancia de la representatividad, que es muy, muy, muy importante. No sé, verse reflejada o reflejado en las historias
que es algo que durante mucho tiempo siempre las historias eran sobre el mismo hombre hetero, blanco, cis, y hemos aprendido a identificarnos siempre con ese mismo personaje. Entonces, ¿qué ocurre con todo el resto de los otros cuerpos y las otras experiencias? ¿Cómo se representa ese hombre también desde el mismo lugar siempre? Entonces, creo que ahí hay harto que hacer y también, obviamente, que reflexionar sobre nuestras propias violencias y que la violencia, fuimos criadas dentro de esa violencia, de ese sistema. Entonces también está clavado acá, como que tampoco es como que hago teatro y me libero y yo soy iluminada y hago la obra y estoy súper fuera de eso y mis amigas que piensan como yo lo mismo. No es así tampoco. Entonces también ahí hay harto trabajo, yo creo, que hacer con respecto a los temas más complejos, porque por eso son tan complejos, porque no son fáciles de resolver. Entonces sí, yo creo que el teatro es una herramienta política y tenemos una gran responsabilidad de cómo hacemos teatro, todo es una gran responsabilidad, creo. Lo mismo hacer talleres, cómo enseño yo también, cómo guío un grupo, todo eso, no solo el contenido de la obra es lo importante, sino también cómo hacemos, cómo armamos estos grupos, cómo nos relacionamos, quién soy yo como autora, etcétera. Todo eso es importante. Ben moi, je suis un utopiste. Hein. Je crois à 1100% que le théâtre peut changer les gens. Parce que très simplement, il y a une toute petite phrase de Sarah Kane, alors qu'elle était dépressive, qui disait si le théâtre peut changer une personne dans une société, le théâtre peut changer la société. Ou une autre phrase de quelqu'un qui a vécu, qui a brûlé sa vie, qui s'appelle Coltès, qui disait « Je vais et je reviens au théâtre parce que c'est le seul lieu où on peut dire que ce n'est pas la vie. Le théâtre, on tue, mais on ne meurt pas. » Parce que aussi, je pense que ce n'est pas seulement le théâtre, que je pense que c'est la culture qui peut changer les gens. Et c'est très important, par exemple, d'inviter les élus, les politiques dans les salles de spectacle, justement pour qu'il y ait d'autres publics dans les salles de spectacle. Il faut éduquer les élus, éduquer les politiques pour qu'ils écoutent, pour qu'ils voient une pièce là où il y a le roi crayon et qu'il y a Antigone en face du roi crayon. À partir de ce moment-là, ce politique-là, il va comprendre ce que c'est que la dissidence. Et peut-être que ce personnage politique va avoir Antigone comme exemple. Quand on le fait pour les enfants, c'est la même chose. Je pense qu'au-delà du théâtre, c'est même la culture qui change les gens. Sinon, j'arrête d'être directeur de ce festival ou j'arrête d'être metteur en scène. Je pense que si en Haïti, dans les espaces où il y a les gangs, il y avait plutôt un beau conservatoire comme le conservatoire à Paris de musique, à la Villette, dans tout le quartier, il y aurait des danseurs. Les gens qui sont les plus horribles criminels, j'ai l'impression très souvent que c'est des gens qui pourraient être les gens les plus intelligents. Et donc, dans un espace de culture, dans un espace de théâtre, ce serait une autre personne. Je pense qu'on travaille vraiment dans un métier qui, je ne sais pas si c'est parce que justement je suis des deux côtés, je suis à la fois opérateur et je suis artiste, je me rends compte des changements que cela apporte quand justement on pratique ce métier-là et qu'on a rencontré des gens à qui on a fait du théâtre il y a 10 ans, il y a 20 ans, qui avaient été dans une salle de spectacle. On les rencontre plus tard, ce sont d'autres personnes, on a des références culturelles incroyables. Un des exemples les plus importants dans le monde, justement, c'est en France où il y a énormément d'espace et très souvent des lieux importants dans les endroits, dans les banlieues, dans les endroits difficiles. Et on va chercher ces publics-là pour qu'ils viennent voir les spectacles. Je pense que ce n'est pas du tout gratuit. Ça apporte vraiment quelque chose et ce n'est pas moi, en tant qu'utopiste, qui va vous dire le contraire. Sí, pues el tema de del acceso es súper importante en cultura, ¿no? Todavía es importante darle la posibilidad a la gente que no está habituada a tener acceso a la cultura
y a encontrarse cada vez más cerca de eso, ¿no? Que tenerlo como afuera, en el barrio, no tener que viajar tanto, que haya más espacios, ¿no? Y con respecto a eso, el público es obviamente esencial para los creadores. Y me gustaría preguntarles cuál es el rol que para ustedes juega eso al momento de crear, de escribir, el público, y cómo ha sido la recepción del público en distintos contextos culturales. Me gustaría saber, Guy, cómo te has sentido acá en Chile con Brigada de Samba, cómo ha reaccionado el público en la calle. Bueno, les cuento que Guy está desarrollando esta obra que es una performance callejera donde habla de la inmigración a través de... Son 7, ¿cuántas personas participan? 9. 9. Il y en a qui sont là d'ailleurs. Y quisiera preguntarte eso, ¿cómo ha sido, cómo te has sentido tú desarrollando esta performance? ¿Y cómo te pasa en otras partes que no es Chile, y en Europa o en otros países de acá del continente? On fait tout ça pour le public, pour la rencontre, j'appelle cela. On a beau répéter, on a beau travailler, tant qu'il n'y a pas ce moment-là, on ne sait pas ce qui va se passer. Et ici, c'était extrêmement spécial parce que, comme intervenir à Baquedano, j'ai senti une vraie tension du festival qui nous a expliqué ce qui s'était passé. Moi, j'étais là en 2020 aussi, j'ai jamais vu des policiers aussi énormes. C'était des Robocop, donc je les avais vus et j'avais un peu pressenti ce que ça pouvait être comme ambiance. Et puis un tel sujet aujourd'hui, la migration au Chili. Il y a bien sûr le contexte. Donc c'est un pays pour moi post-dictatorial. Comme je viens d'un pays post-dictatorial, je peux le voir dans la présence des policiers partout, des militaires partout. On peut penser que la France, oui, c'est dur et qu'il y a la police, que ça n'a rien à voir. Si on fait du théâtre dans les rues, en France, et qu'il y a la police qui voit, bon, au final, ils vont vite comprendre. Mais ici, les policiers nous ont suivis. Ils tenaient absolument à être avec nous. Donc c'était comme si on était vraiment en dissidence. C'est le même exemple aussi en Haïti, où on est habitué à des sorties, il y a des groupes très souvent. Une fois que la police arrive, ils voient, après ils se cassent, ils peuvent même danser, ils peuvent même participer avec nous. Donc j'ai senti le contexte, mais ce qui était le plus beau et que je trouve intéressant dans le public d'ici, je l'avais vu en 2020, ça commence par la timidité et ensuite par une grande empathie. Donc, j'avais noté ça dans le dernier spectacle et c'est pour cela que j'ai travaillé sur le fait d'aller le plus proche, d'aller vers eux directement, de finir par apporter une fleur. Et je pense que ce que j'ai vécu ici, des gens qui, après l'intervention du comédien qui leur parle, qui répondent, je pense que dans beaucoup d'autres pays, je ne vais pas le vivre pareil. Les gens ne vont peut-être pas répondre. Le public chilien, mais après, les gens, ils voulaient tenir les acteurs pour parler avec eux. C'était comme si ce n'était pas du théâtre. C'est plus de théâtre. Ils veulent parler. Donc, ça, c'était très impressionnant. C'est autre chose avec le public à Paris, qu'on peut dire rapidement roide, froid. Mais je trouve que c'est un public extrêmement curieux parce qu'ils vont chercher là où peut-être d'autres publics ne vont pas chercher, justement sur la question de l'esthétique que je posais, qui vont me dire, par exemple, sur le jeu des acteurs, ah oui, là, le jeu des acteurs, c'était très précis, c'était très mécanique, c'était très... Ils vont parler, on dirait qu'on rencontre à chaque fois des experts en théâtre. Ça peut être extrêmement fatigant, mais en même temps, c'est très intéressant. De notre côté, le public haïtien, c'est le bon public. C'est-à-dire qu'il va rester complètement dans la salle, qui va applaudir à fond et qui va te suivre jusqu'à là où tu vas manger pour venir te poser des questions sur la pièce parce qu'ayant aimé ou ayant détesté. Mais ils vont quand même être proches de toi pour parler de la pièce.
Le public parisien, c'est pas du tout le public marseillais, c'est pas le public d'autres villes. À chaque fois, cette rencontre-là est magnifique. Dans le contexte aussi, j'ai monté un spectacle que je trouve très intéressant dans le contexte actuel, ça s'appelle « Les 5 fois où j'ai vu mon père ». Alors moi, j'aime bien embêter juste dans des moments compliqués. En France, il y a un mot qu'on appelle la diversité. J'adore ce mot parce que je peux jouer beaucoup maintenant. J'ai un spectacle qui s'appelle « Les 5 fois où j'ai vu mon père ». Et dans ce spectacle, c'est moi qui parle des 5 fois où j'ai vu mon père. Et pour moi, tout le monde peut parler des fois où il a vu son père. Et j'ai monté mon spectacle avec un comédien de la Comédie Française, blanc, pour raconter cette histoire-là. Et aucun Haïtien ne m'a demandé pourquoi un blanc. Mais dans le contexte actuel en France, fait que les Français me disent « Mais pourquoi tu as pris un blanc ?» Et moi, ça m'amuse énormément. Alors, ça ne m'énerve pas, au contraire, ça m'amuse. J'adore le fait qu'aujourd'hui, on ne peut pas ne pas se poser cette question en France. Mais au moment où on dit « Mais franchement, il faut des noirs sur scène, moi, je prends un blanc pour jouer mon rôle. » Et c'était la même chose aussi. Mais c'est marrant parce qu'il y a des gens qui ne voient pas et qui viennent quand même, qui disent « Mais quand même, tu as osé faire ça. Pourquoi tu n'as pas joué ?» Alors qu'ils ne se posent pas la question pourquoi j'ai fait exprès. C'est la même raison aussi qui m'a fait un jour amener Valère Novarina, qui est pour moi le Molière vivant en France, parce qu'il n'y a pas plus grand dramaturge français vivant aujourd'hui. C'est un ami magnifique, je l'ai amené en Haïti et ma volonté, c'était que Valère fasse jouer ses pièces par ma troupe. Il se trouve que les Haïtiens lisent Valère Novarina depuis longtemps et qu'on connaît ses textes très bien. Et Valère, il est tombé amoureux des comédiens. Il a monté un spectacle avec ses comédiens. Donc on a fait L'Acte Inconnu qu'avec des Noirs. Donc on est venu jouer à Limoges, on est venu jouer à la Maison des Métallos. À ce moment-là, ce n'était pas encore la grande diversité, aucune personne n'a posé la question. Aujourd'hui, je pense qu'on ne poserait pas la question non plus comme ça. Par contre, c'est moi qui me fais jouer par un blanc, c'est un peu particulier. Donc, c'est toujours vraiment lié au contexte. Et c'est très intéressant en tant que des artisans de spectacle vivant, d'être conscient de cela, en fait, de jouer, de travailler là-dessus pour créer le débat. En Haïti, par exemple, le nu, c'est quelque chose de scandaleux. Je vais travailler sur un nu, parce que je trouve que ça suscite le débat. Et quand on n'aime pas, je ne suis pas partisan du fait qu'on aime complètement mes spectacles. Je trouve que c'est un consensus, c'est-à-dire finalement tout le monde aime. J'aime bien qu'il y ait quand même un pourcentage qui n'aime pas. Sinon, je ne dérange personne en fait. Et c'est ça qui est plus intéressant, je trouve. Voilà, de secouer le contexte, de savoir dans quel contexte on est. Voilà. Súper. Oye, Carla, y en tu caso, ¿cómo ha sido? Tú has presentado también tus obras en otros países, como de acá, en Colombia, en otros países como de la región. ¿Y cómo ha sido la recepción? ¿Es distinta? ¿Son públicos? Porque también hay una cosa muy de tus obras que confrontan el tema de lo patriarcal, por ejemplo. Y ahí todavía tenemos mucho patriarcado acá, ¿no? En Latinoamérica. Entonces, ¿cómo es eso, la recepción del público? Bueno, el año pasado estuvimos viajando con una obra que se llama La violación de una actriz de teatro, que la presentamos acá en Chile el 2020. Y fuimos a España primero, ¿sí? Y después fuimos a México y a Colombia. Y ahí, bueno, nos damos cuenta también de lo abismante, la diferencia abismante que hay como entre Europa y Latinoamérica, en la recepción de los temas, en todo. Entonces, en España la gente igual muy emotiva con la obra, igual es una obra bien violenta por lo que dice más que nada. Pero después cuando la mostramos en México,
pasaron cosas que acá tampoco habían pasado. Yo siento que Chile es un país muy, 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 muy machista. Y obvio que acá hubieron reacciones, pero no tan como tan confrontacionales. Pero en México, en verdad, los hombres se paraban y se iban, muchos hombres se paraban y se iban de la función o no aplaudían. Y luego hicieron una versión de esa obra ya, con actrices y directora mexicana. Y yo fui a un par de ensayos y ellas me contaban unas cosas horribles, como que las estaban obligando a cambiar el nombre de la obra, por ejemplo, porque les parecía que era muy fuerte, que una de las actrices había ido a imprimir el texto, que tenía el título, y que el hombre que había impreso el texto todo el rato la miraba feo y ella sintió como una especie de violencia por parte de él. Y también la recepción fue súper catártica. Al final de la obra terminan, es una actriz, son dos actrices que están hablando de que fueron abusadas por el director de la obra. Y la obra termina con ellas dos como tomadas de la mano diciendo esperémoslo. Y van a esperar que él llegue. Y ahí se acaba la obra. Pero en la versión mexicana, ellas decían ya esperémoslo, pero no se marcaba un final de la obra, se quedaban esperando mucho rato y ahí la gente se daba cuenta que la obra se había acabado. Y me mostraron un video que me puso la piel de gallina, que las mujeres empezaron a subir al escenario llorando y empezaron a tomarse de la mano, y habían 15 mujeres tomadas de la mano esperando que llegara el abusador. Y en Colombia lo mismo, también como, bueno, ahí uno se da cuenta de la realidad, de lo normal que es el abuso en el arte, en el medio teatral. Pero también súper importante darse cuenta de las distintas sociedades y cómo se lee distinto una obra en un lugar y en otro, y cómo hace sentido una cosa pero en la otra no. En España nos decían que cómo alguien va a hacer un chiste sobre la violación, de eso habla la obra. Pero acá en Chile es como siempre hay un comediante que está tirando un chiste sobre violación, eso es, y la gente se ríe y sale en la tele y todo normal. Eso. Bueno, gracias Carla. Y quisiera dar palabras al público, si alguien tiene algún comentario, duda, pregunta. Este es el momento para que puedan. Ahí hay una persona, ahí Sol, está. Gracias. ¿Sí? Gracias. Solo una corta reflexión y alguna pregunta, una pregunta abierta, ¿no? Escuchando atentamente las intervenciones de ambos panelistas, siempre me va quedando la respuesta, y eso me asaltó desde el comienzo de los discursos de entrada. Yo no estoy tan seguro si sigue siendo un acto político el teatro hoy. Tendríamos que entrar a revisar el concepto de lo político. ¿Qué se está entendiendo por político hoy? En un mundo que está trastocado, manejado por consorcios importantes del capital. Por lo tanto, hoy en día es el modelo económico que está imperando hoy día en el mundo, y sobre él atraviesa hacia abajo a lo que llamaría Marx la superestructura cultural, ¿no? Que es tan importante, porque Marx en su tiempo la valoró, pero hoy en día para nosotros, como lo decía muy bien tú, la cultura, por cierto que sí. Entonces tenemos que entrar a hacer las precisiones conceptuales de lo político. Para mí, lanzo algo al ruedo, para mí precisar lo político tiene que ver con pensamiento crítico. Y el pensamiento crítico está muy ligado al tema del poder. ¿Quién tiene el poder? Y por lo tanto, el teatro, la cuota de poder que tiene es una cuota limitada, reducida dentro del modelo social en que estamos.
Por lo tanto, muchas de las obras que me toca ver en teatro, yo soy un hombre de teatro, soy profesor, más bien apuntan a un teatro social, a un teatro de denuncia, a un teatro de expresión de una sensibilidad social. Pero lo político, no. Yo diría que lo político es muy poco, digamos. Porque la evolución de América Latina ha sido una evolución bastante compleja. No se olviden que nosotros somos un continente que nacimos del mestizaje. Y el mestizaje, como bien dices tú, nace de la violencia. Por lo tanto, es un continente que ha sido creado desde la violencia. Como decían algunos teatristas de Europa, voy a tomar referentes europeos porque los referentes latinoamericanos no son muchos en Latinoamérica. Podemos tomar desde los años 60, con los colombianos, Santiago García, Buenaventura, Boal. Boal es un referente importante, ¿no? Rompe la escena de la estructura dialéctica aristotélica e introduce otro elemento. Por lo tanto, ahí también estamos en un tema de la relación de la forma y el contenido, porque las estéticas están ligadas a los contenidos también, de alguna manera. Y eso todavía es tarea por hacer para nosotros, los latinoamericanos. No quisiera aburrirlos más porque es largo, es como para exponer. Entonces, yo les devuelvo la pregunta. De acuerdo a este escenario, este contexto, ¿seguimos pensando en un acto político todavía en el teatro? Quisiera responder aquí. Bah, plus que jamais, je pense que les pièces que tu fais et ce dont tu as parlé dans ton sujet, sans passer par Karl Marx, c'est un acte politique de faire une pièce pareille. Tout à l'heure, Carmen, dans son intervention, justement, a parlé de ce qu'est-ce que de tenir à faire un festival ici. C'est des actes politiques. Il ne suffit pas de monter Brecht pour faire un théâtre politique. Et je dirais même que monter Brecht dans des structures de théâtre complètement bourgeoises, ça peut justement même être de l'anti-politique dans le théâtre. Ma dernière pièce, c'était une pièce justement sur la migration. Pour moi, c'était carrément un acte politique. Bien sûr, alors ce qui a peut-être changé, et voilà, moi je viens d'Haïti, hein, je travaille beaucoup en France, mais je travaille énormément en Haïti aussi. Ce que je vis en France, avec la chance que j'ai de travailler avec des institutions et des moyens, à un moment peuvent faire penser qu'il n'y a pas d'acte politique dans le théâtre, mais même là, je ne suis pas d'accord non plus, parce qu'il y a des rencontres possibles dans ces mêmes lieux où on a les moyens de le faire, et même d'arriver à faire que les hommes et les femmes de théâtre peuvent vivre de leur métier. Ça a été un combat politique même qu'on a gagné, et en Haïti, on est très très loin de ça. Et d'un autre côté, le travail que je fais avec très très peu de moyens fait qu'on arrive dans une société complètement fermée à garder cet espace d'utopie possible. Et c'est cette utopie-là que je trouve comme acte politique dans un monde où on communique beaucoup, mais où on parle peu. L'espace théâtral où les gens peuvent venir. Je vais prendre un exemple complètement bête. Le fait de dire à quelqu'un d'éteindre son téléphone portable et de s'asseoir pour regarder une pièce de théâtre, c'est un acte politique. Et c'est très souvent dans l'espace théâtral que l'on fait ça. Enfin bon, je ne vais pas vous apprendre quoi que ce soit par rapport à cela, mais inscrit dans notre époque à nous, on n'est pas dans une autre époque. On sait à quel moment, justement, on touche à ce sensible-là. Et c'est un mot que j'aime beaucoup utiliser, le fait qu'on soit animé par le sensible. Pourquoi, pendant la pandémie, on avait tous peur que le théâtre n'existe plus? Parce qu'on a besoin de cela aussi comme acte politique. Aujourd'hui, l'opéra, le milieu de l'opéra, ils ont très très peur parce que justement la pandémie est passée par là.
il faut énormément de moyens pour aider à l'art lyrique d'exister. Il est vrai que l'art lyrique mérite beaucoup d'argent, mais si à un moment, il n'y a plus ces orchestres-là pour nous faire vivre ces moments-là importants dans la cité. Un autre exemple que j'aime beaucoup prendre en tant que créateur pour montrer que c'est extrêmement politique et important, police, cité, donc la réunion de la cité est très important par le fait qu'on se réunit tous ensemble, on est assis tous à un même moment et on regarde Macbeth. Ce moment-là, où on est réunis tous à regarder Macbeth ensemble et à prendre cette leçon de théâtre et à regarder Shakespeare, c'est un acte éminemment politique. ¿Alguien más quiere tomar la palabra? Por ahí atrás. Hola, muchas gracias Carla por su intervención, pero mi pregunta es para Monsieur Guy. Avant tout, c'est de vous féliciter pour votre grand travail dans le monde théâtral. Et vous avez cité quelques grands auteurs ici, et des étrangers, des Français, tout ça. Et savons-nous qu'en Haïti, il y a pas mal de grands dramaturges. Franck Etienne, par exemple, Alain Guichard, etc. Vous le savez plus que moi. Et ma question est pour vous est s'il existe un auteur dramaturge au nom haïtien qui vous a été inspiré, si oui, et comment cela a fait. Et ma deuxième question pour vous, c'est comment, vu la situation politique, économique et sociale en Haïti, et si comment nous avons des jeunes qui aiment le théâtre, la dramaturge, tout ça, si vous auriez un message pour ces jeunes-là, et quel serait ce message? Merci. Merci pour les questions. Pour répondre et pour revenir au sujet qu'on est en train de débattre, je dirais une des personnalités qui m'a le plus marqué dans le théâtre haïtien, c'est Franck Etienne, justement. On parlait justement d'Augusto Boal, qui est venu en Haïti et qui devait travailler dans les années 80 sur le fait qu'on achetait déjà du sang haïtien. Franck Etienne, c'est quelqu'un qui est resté vivre dans son pays jusqu'à l'âge de 52 ans sans jamais sortir. Il ne voulait pas laisser le pays parce que très simplement, en sortant, il pensait que la dictature allait fermer la barrière derrière lui. Il est resté face à Duvalier. Il a écrit ses pièces, il a joué ses pièces face à cette dictature-là. Et parfois, des miliciens rentraient chez lui dans la cour pour l'intimider et venir l'arrêter. Il les mettait sur une chaise, il leur parlait. Il leur expliquait pourquoi est-ce que c'était nécessaire d'avoir un poète dans son pays. Et ce monsieur-là, très jeune, je pouvais aller chez lui, mais n'importe qui peut aller chez un écrivain haïtien, même s'il est immensément connu. Lionel Trouillot, très jeune, je pouvais aller chez lui et discuter. Donc les références sont nombreuses. Et s'il y a beaucoup d'artistes haïtiens, c'est parce qu'il y a énormément de partage, de facilité pour voir les artistes haïtiens. Ce qui est très différent pour moi en France, parce que juste un type qui est metteur en scène, c'est un rockstar. Tu ne peux pas lui parler, tu ne peux pas avoir son mail. Moi, j'ai rencontré les plus grands écrivains haïtiens en appelant juste au téléphone et aller s'asseoir avec eux. C'est d'autres façons de faire. Et c'est pour ça qu'il y a énormément d'écrivains aussi. Le conseil que je pourrais donner, bon, peut-être pas ici, ou en tout cas, si tu parles avec des jeunes haïtiens, c'est de ne pas éviter d'aller rencontrer ces pères-là.
de leur parler, de leur montrer tes poèmes. Il y a un immense poète haïtien qui s'appelle Georges Castrais, qui est mort il y a 3 ans. J'allais avec mon petit texte et je lui amenais mes textes. Il corrigeait devant moi, très violemment. Mais le lendemain, bah, tu revenais, et ça s'était amélioré, il te le disait. Et jusqu'à aujourd'hui, on est très violents l'un envers l'autre, justement. Donc le conseil, c'est peut-être d'aller vers les gens. Voilà. Et tous ces gens-là dont je parle, c'est des gens qui, lui, Castra, il a laissé le pays pendant la dictature, mais tous ces poèmes, c'était des poèmes qui nous ont tenus vivants, debout, pendant tous ces moments de dictature. Voilà. Gracias, Gui, de nuevo. Tenemos espacio y tiempo para una pregunta más, porque a las 8 viene otro conversatorio de la Noche de las Ideas. Ahí, Ok, bonjour à vous deux déjà, merci beaucoup. Je voulais juste savoir votre point de vue vis-à-vis de une théorie qui stipule que parler de violence n'a plus de sens dans notre société, qui a de plus en plus accès à une information et donc aussi à une désinformation. Et donc là où on a accès à toutes ces sortes de types d'informations, je voulais savoir, selon vous, qu'est-ce que vous pensez de continuer à écrire sur la violence, que par exemple, pour moi, n'a pas lieu d'être, d'écrire sur ça, puisque violence, que ce soit de genre ou de sexe, n'a pas lieu d'être. Donc, je vous demande si vous êtes d'accord avec cette théorie à un moment, il ne faudrait plus parler de ça, mais c'est justement ça. Est-ce que vous... pourquoi vous continuez d'écrire sur ça, sachant que on pourrait arriver à une utopie où on ne parle plus de ça puisque c'est le mal tout court. Todo tipo de violencia. ¿De qué escribiríamos si no como no sé, me hago esa pregunta que me parece interesante, y digo, ya, a ver, ¿de qué escribiría si no escribo de la violencia? No sé, ¿de qué escribiría? No lo sé. De los gatos. Sí, siempre tengo esa duda igual, como... ¿Tenemos que seguir hablando de la violencia o tenemos que...? ¿Cómo? No sé, me lo pregunto cuando termino una obra, por ejemplo. ¿Termina en tragedia o mejor no? ¿Termina utópicamente, todo termina bien y es tan, no sé, y empezamos a dibujar el mundo que queremos crear, ¿no? Siempre están como esas dos opciones y yo no sé cuál es la que funciona mejor, no lo sé. Siempre hago los experimentos como que tienen dos finales la obra, como uno muy arriba y otro terrible. Y a mí siempre me gusta más el terrible, pero a veces no, a veces también está bueno como no permitamos, ya que pasa en la vida todo el tiempo, no permitamos que pasa también acá en la ficción. Porque en la ficción podemos hacer lo que queramos. Lo que sí yo creo que no hay que hacer es reproducir la violencia. Eso sí creo que hay que tener ojo. Con no hacer lo mismo que estamos criticando, entonces, claro, el actor va y le pega a la actriz, por ejemplo. Eso sí no tiene razón de ser, al menos para mí. Pero no creo tampoco que sería bueno que dejáramos de hablar de la violencia, porque eso pasó en la dictadura, por ejemplo, acá en Chile. No se habló de lo que estaba ocurriendo y eso de ninguna manera afectó positivamente a nuestra sociedad. Todo lo contrario, ¿no? Creo que aún estamos en una etapa donde el nombrar sí es un acto político. Pensando también delante en la pregunta como de si era político o no. Para mí, que la obra se llame La violación de una actriz de teatro, que nombremos la palabra violación, es un acto político.
Porque nos acostumbraron a que al abuelo abusador lo sentaban en la mesa y nadie hablaba de eso. Y esa es una experiencia que muchas familias tuvieron. Entonces, para mí, nombrar las cosas es un acto político, por ejemplo. Il y a un texte que j'aime beaucoup, mais vous allez savoir lequel tout de suite. C'est le dernier livre de la Bible. Extrêmement violent. Je crois que c'est le meilleur livre de la Bible, l'Apocalypse. C'est incroyable. Il y a une description des personnages incroyable. Lion à 7 têtes, une épée en or. C'est très beau. Et j'ai demandé donc à des historiens d'art pourquoi est-ce qu'il y avait ces descriptions aussi extraordinaires. Mais en fait, toutes ces descriptions, c'est des descriptions picturales, en fait, de la tête de Jean. Mais ce qu'on oublie souvent de l'Apocalypse, c'est que ça se termine bien. Jésus revient. Mais on l'oublie toujours. Dans le dernier projet que j'ai présenté, j'ai eu la chance d'aller à la Villa Médicis. C'est une chance que beaucoup d'artistes rêvent d'avoir un an à la Villa. Et j'ai travaillé, malheureusement pour toi, que sur la violence. L'œuvre s'appelle « Quel dernier grand conflit pour satisfaire la haine entre les humains ?» C'est-à-dire, j'imagine toujours qu'il faudrait une troisième guerre extraordinaire pour que les humains se disent « Enfin bon, on a fini de se taper dessus, on va arrêter. » Je pense que là, j'ai fait exprès de prendre l'exemple d'une œuvre, mais je pourrais prendre un autre exemple aussi pour montrer comment est-ce que c'est beau un texte aussi puissant que l'Apocalypse, qui fait que cette dictature-là, qu'on arrête d'écrire sur la violence, c'est pas possible. Je vais parler d'un autre texte pour tout le monde ici, qui pourrait ne pas être du tout quelque chose sur la violence. Le temps retrouvé, de Proust, qui parle de la Première Guerre mondiale. C'est magnifique. Mais pour certains, on va dire, bon, ben non, ça ne parle pas trop de ça. Mais en fait, je pense que ce n'est pas de parler du sujet de violence qui est le problème, mais c'est plutôt comment on aborde le sujet. C'est exactement ce que tu viens de dire. Moi, je suis écrivain pour raconter, mais si je racontais comme tout le monde, ça ne m'intéresserait pas. C'est comment on raconte. C'est exactement la même chose aussi au cinéma. Tu disais que tu n'aimes pas que l'on reproduise, mais il y a des artistes qui arrivent à reproduire et c'est magnifique. Il y a un film français que j'aime énormément et que beaucoup de gens n'aiment pas. Ça s'appelle Irréversible. Il y a un acte de violence extrême dans ce film, mais la construction de ce film est incroyable. Et c'est une reproduction de la violence. De la violence sur justement un viol qui dure 12 minutes dans le film. Et après, on montre pourquoi est-ce que c'est arrivé. Bon, si vous n'avez pas encore vu, c'est très important de le voir. On peut prendre encore d'autres exemples de films qui montrent la violence, la haine. C'est des films qui nous marquent à jamais. Il y a un artiste qui a travaillé énormément sur la violence. Quel meilleur film que Salo de Pasolini. Si vous pouvez aller jusqu'au bout. Moi, ce que j'ai aimé, c'était justement de regarder ce film pour savoir où est-ce que je vais arriver. Bien sûr, à un moment, je vomis, mais je reviens, je continue à regarder, parce que c'est de l'art, en fait, c'est de l'esthétique qui travaille. C'est faux. Le mot de Coltès, on pourrait le dire pour le cinéma, c'est pas la vie, c'est de la création. À ce moment-là, ce qui m'intéresse beaucoup, et Hélène qui est ici, quand je regarde ces films, elle ne veut pas voir, elle ferme les yeux, ça ne l'intéresse pas. Mais j'ai envie de savoir comment un artiste arrive à reconstituer cette violence-là comme de l'art. Et en fait, on a le droit. Merci. Muchas gracias.